reconnaissance pour la confiance placée en sa modeste personne. Je vous demande à cet effet, en ma qualité du président élu, de me soutenir encore une fois de plus, afin que nous puissions ensemble hisser notre secteur au rang de secteur qui prime davantage dans l'économie de notre pays. Ce processus qui a duré plus d'une décennie vient d'aboutir enfin. D'où le lieu de rendre un hommage mérité à Madame Yahya Baré Ouah Abdou, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que tous les cadres techniques du ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui n'ont ménagé aucun effort pour conduire à cette importante Assemblée générale élective. La ministre en charge de l'artisanat a quant à elle rassuré la disponibilité de son département ministériel à encadrer et accompagner la CEMANI dans les projets qu'elle aura à entreprendre dans le but de développer et de promouvoir le secteur de l'artisanat au Niger. La réalisation de cet objectif vient ainsi transformer en une réalité évidente un rêve vieux de 14 ans, porté par plusieurs gouvernements qui se sont succédés et que mon département ministériel se réjouit aujourd'hui d'avoir conduit à son terme. Pour réussir son insertion dans le paysage institutionnel nigérien et pour être opérationnel et dynamique, la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger a besoin du soutien de tous. Retenons que le bureau national est composé d'un président élu, de 2 vice-présidents, 2 trésorières et 16 autres membres de la commission permanente. Une lourde responsabilité leur a été confiée afin de travailler dans l'impartialité et d'œuvrer à promouvoir l'unité de tous les artisans. De son côté, le ministre des Transports a eu un entretien avec le président du conseil d'administration de l'Organisation de l'aviation civile internationale ce matin à Niamey. Il est au Niger dans le cadre de la journée sécurité célébrée cette année au cours de la 127e session du conseil d'administration de l'ASECNA qui se tient à Niamey. Plusieurs points relatifs à l'aviation civile, les innovations dans ce secteur et la place du Niger étaient à l'ordre du jour de cet échange. Compte rendu, Jouari Issiaka et Abdoulaye Hamidou. Arrivé hier soir sur invitation du ministre des Transports à Niamey, Dr Olumuyiwa Bernard, président du conseil d'administration de l'Organisation de l'aviation civile internationale, a été accueilli à l'aéroport. Et depuis hier, il nous a livré les raisons de sa visite au Niger et présenté son institution. Le président du conseil de l'OACI dit que l'OACI, c'est une organisation des Nations Unies et qui regroupe 191 États membres. Et donc la mission, c'est d'assurer le développement sûr et ordonné de l'aviation civile internationale. Donc l'OACI élabore les normes et les pratiques recommandées pour les compagnies aériennes, pour les gestionnaires d'aéroports, pour les fournisseurs de services de la navigation aérienne, pour garantir une réglementation saine pour la sécurité des passagers et des avions. Et que le Niger est un des pays importants de cette organisation. La rencontre de ce matin rentre dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Niger et l'OACI. Suite à des entretiens que nous avons eus avec le président de l'OACI, d'ores et déjà, nous avons signé un mémorandum d'entente entre le Niger et l'OACI. Ce protocole d'entente, c'est pour améliorer la sécurité, c'est pour améliorer effectivement la navigation aérienne, c'est pour renforcer la formation effectivement du personnel. Cette coopération est importante pour le Niger car le 11 juillet prochain, il abritera la réunion du comité de ministres de la SEGNA qui consacrera le ministre des Transports du Niger, président de ce comité. Suite de cette édition, une délégation du PNUD de conduite par le député des Nations Unies, Tudjudine Ali Diabaté, était cet après-midi à la Commission nationale des droits humains, CNDH, reçue par le président de la commission, professeur Khalid Ikri. L'objectif de la visite est d'échanger sur la situation des droits de l'homme au Niger et le processus électoral. À Maradi, une vingtaine de chefs traditionnels sont depuis ce matin en formation sur la santé de la reproduction, la maîtrise de la croissance démographique et autres mariages précoces. La cérémonie a été présidée par le sultan du Gobir, Abdou Bala Marafa. Précision, Adin Al-Galas et Sanusi Garba. Cette formation destinée aux chefs traditionnels résulte de l'engagement de la CTN de soutenir l'INFPA dans son combat et ses efforts quotidiens
menées dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, le mariage précoce, la maîtrise de la croissance démographique et autres santé de la reproduction. Cet engagement de la CTN a été pris au sortir du forum de Zender tenu, on se le rappelle, du 9 au 10 décembre 2013. 6 mois plus tard, les chefs qui ont reçu les formations à Niamey, à Zender, n'ont ménagé ni leur temps ni leur relais pour mener au plus profond de leur canton des messages sur la santé de la reproduction. Cet atelier de formation qui s'ouvre aujourd'hui à Maradi permettra sans nul doute aux honorables chefs absents aux ateliers de formation de Niamey et de Zender d'avoir à leur tour ces formations indispensables à leur mission de sensibilisation. Avant de clore mon allocution, j'estime que c'est le lieu et le moment de faire cas de certaines difficultés rencontrées sur le terrain. Difficultés qui doivent trouver des solutions pour le bon fonctionnement de nos structures de santé. Il s'agit de retard de remboursement de la gratuité des soins, rupture des produits du planning familial, les frais d'accouchement pèsent sur les budgets des familles démunies, assistance masculine lors des accouchements à lieu et place des infirmières, absence de COJES au niveau de certains centres de santé, absence d'inspection périodique par la hiérarchie, période inadéquate de sensibilisation, hivernage et ramadan. Cette session de formation concerne les honorables chefs traditionnels ou leurs représentants venus d'Agadez, de Difa, Zender et Maradi même. Ils auront à profiter des enseignements des experts sur les thématiques modules de la présente formation pour laquelle l'honorable sultan du Gobir, Abdou Bala Marafa, a bien voulu faire mention spéciale à l'UNFPA qui n'a de cesse à appuyer la CTN dans ses missions de sensibilisation et autres actions en faveur des populations. Ouverture ce matin à Africa Hall de l'atelier de validation de 5 modules de formation en agro-pastoralisme organisé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage en collaboration avec le ministère des enseignements professionnels et techniques. Cet atelier entre dans le cadre du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Le commentaire de Echetou Moukaila. Il s'agit au cours de cet atelier d'examiner et valider 5 modules de formation en agro-pastoralisme afin d'en servir comme programme dans l'apprentissage agricole. Organisé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA, cette formation qui a porté sur plusieurs filières agricoles vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. L'exercice auquel nous vous soumettons au cours de cet atelier qui durera 3 jours est d'analyser minutieusement les 5 modules en aviculture, pisciculture, dépouille, embouche et technique de transformation des produits agricoles, d'en relever les insuffisances et de proposer éventuellement des contenus plus affinés afin de nous permettre de disposer de documents adéquats pour le type de formation envisagée. Une telle initiative est appuyée par le gouvernement qui fait désormais de la formation professionnelle un des piliers du développement économique. Afin d'augmenter significativement le taux de croissance et d'améliorer le niveau de vie des populations. Il nous revient donc de former les hommes et les femmes qui pourront répondre à ces besoins de notre économie. Le gouvernement de la République du Niger veut amener à terme les jeunes Nigériens dans des emplois pour lesquels ils auront été préparés grâce à des dispositifs de formation professionnelle de qualité répondant aux besoins du pays. Il est à noter que cet atelier durera 3 jours. 3 jours au cours desquels les participants apporteront des amendements à la validation des différents modules. Une mission conjointe ministère des Mines et du Développement industriel et gouvernorat d'Agadez vient de séjourner dans le département de Bilma. Objet du déplacement, informer et sensibiliser les populations du Kawar sur le bien fondé de la suspension de l'exploitation du site aurifère du Djado, décidé en Conseil des ministres en date du 2 mai 2014. Les détails avec Mohamed Madou et Ibrahim Marikou. De Bilma au Djado, en passant par Fachid, Dekou et Shirfa, les membres de la mission conjointe ministère des Mines et gouvernorat d'Agadez ont bravé une semaine durant les rigueurs climatiques d'une chaleur accablante
et le redoutable désert du Ténéré pour aller à la rencontre des populations du Kawar. Celles-ci n'ont pas failli à leur tradition d'hospitalité légendaire. Mobilisées autour des autorités préfectorales, municipales et coutumières, elles étaient sorties nombreuses écouter le message du gouvernement relatif à la fermeture momentanée des activités d'orpaillage sur le site du Jadou. Dans un langage direct et persuasif, les membres de la mission se sont évertués tout au long du périple à expliquer sans embâge les raisons de ces mesures prises uniquement dans l'intérêt du peuple nigérien. Il s'agit de mettre de l'ordre en viabilisant et en réorganisant le site aurifère du Jadou en proie à un pillage anarchique. Son exploitation qui profite plus aux étrangers disposant de moyens sophistiqués de détection des métaux qu'aux Nigériens manifestement moins équipés conforte les autorités gouvernementales dans cette prise de décision. Il s'agit donc de mettre de l'ordre en viabilisant le site pour repartir d'un bon pied et reprendre les activités d'exploitation dans le respect des textes et lois de la République régissant le secteur minier au Niger. Partout où elle est passée, la mission a fourni au public des informations précises sur les modalités et les conditions d'évacuation des orpailleurs et les nouvelles conditions d'accès au site tant convoité au regard de la ruée sans précédent observée sur place des personnes venues de divers horizons. Dans la dynamique du processus de réorganisation envisagé, l'État, à travers la Société du patrimoine des mines du Niger, aura un rôle déterminant à jouer. La Sopamine, comme l'ont notifié ses représentants lors des rencontres avec les populations, attend dans un proche avenir l'octroi d'un permis de prospection dans le Jadou. Sa stratégie consiste dans un premier temps à organiser les orpailleurs en structures associatives ou groupements d'intérêt économique afin de mieux valoriser leur activité, à contribuer à la viabilisation du site et à l'amélioration du circuit de commercialisation de l'or, souvent bradé à des commerçants véreux. Au terme des différents exposés, des débats francs et ouverts se sont instaurés entre les groupes cibles et les membres de la mission conjointe au ministère des Mines gouvernorat d'Agadez. Les autochtones se sont librement exprimés sur les enjeux socio-économiques et géostratégiques de l'exploitation de l'or jailli en avril 2014 dans le désert du Kawar. Même si la fermeture dans l'immédiat du site a fait grincer des dents, tout le monde s'accorde à reconnaître en revanche que la gestion de cette manne tombée du ciel doit impérativement s'effectuer dans un climat de paix, de sérénité et de quiétude sociale. Autre temps fort de la mission conjointe ministère des Mines, gouvernorat d'Agadez, la visite du site aurifère du Jadou, la délégation a rencontré les orpailleurs et les principaux acteurs attirés par la présence de l'or dans le Jadou. Nous retrouvons Mohamed Madou et Ibrahim Marikou. Le site aurifère du Jadou, visité par la mission conjointe ministère des Mines, gouvernorat d'Agadez, dans le cadre de la communication relative à la suspension de son exploitation, est situé à 400 km au nord-ouest de Bilma et à 1100 km d'Agadez. Les orpailleurs sont disparates mais concentrent leurs activités sur des permis libres de prospection. De 3000 km² initialement, la superficie de la zone d'intérêt s'allonge au fil des jours au gré des découvertes d'indices d'or exploitables sous forme artisanale. À l'heure actuelle, le site est peuplé de 27 200 personnes originaires du Niger, du Tchad, de la Libye et du Soudan. Tout ce beau monde attiré par la manne de l'or cohabitent dans un environnement hostile, dépourvu d'infrastructures viables. En rencontrant les orpailleurs et les opérateurs économiques sous une grande tente dressée au milieu d'un gigantesque marché à ciel ouvert, le secrétaire général de la région d'Agadez, Adamou Halidou, et le directeur d'exploitation représentant le ministre d'État en charge du secteur leur ont transmis les salutations fraternelles du président de la République et du premier ministre chef du gouvernement. L'occasion sera mise à profit pour éclairer les lanternes des acteurs véritablement concernés sur le sens à donner à la décision du gouvernement de fermer provisoirement le site. Les ressources naturelles nationales, font-ils remarquer, appartiennent au peuple et l'État a l'obligation de les mettre en valeur pour le bien-être des populations. L'activité de l'orpaillage à laquelle s'adonnent à cœur joie les exploitants du Jadou, en dépit de son caractère artisanal, est bel et bien prise en compte par le code minier au Niger. Le directeur d'exploitation des mines à petite échelle et des carrières, Ousmane Adamou, a été clair et précis pour lever tout équivoque. Le code minier de la République du Niger a reconnu l'orpaillage, a reconnu comment ça doit s'effectuer et aussi, au même titre que l'octroi du permis de recherche, également pour l'exploitation artisanale de l'or, il faut avoir une autorisation. Dans tous les pays du monde, quand il y a ruée, effectivement, les orpailleurs devancent l'administration. Donc aujourd'hui, nous sommes venus et sur le terrain constater ce qui se passe et informer donc les orpailleurs
les différents acteurs sur le terrain de la décision du gouvernement de l'organisation de cette exploitation de l'or. Qui dit exploitation dit se conformer aux lois et règlements du pays en matière d'exploitation minière. Au chapitre des doléances, les orpailleurs et les autres acteurs présents sur les lieux se plaignent de la flambée des prix. Ici, tout s'achète et se vend en grammes d'or, dont la valeur tourne autour de 15 000 francs CFA. Le métal précieux devient du coup la monnaie de troc contre les marchandises et autres produits de consommation courante. Du point de vue sécuritaire, la présence d'un détachement de forces armées nigériennes rassure les populations du site aurifère de Jadou. Par contre, le manque crucial d'eau et d'infrastructures sanitaires constitue une source de préoccupation majeure. À titre d'exemple, le dispensaire le plus proche et l'eau se trouve à Chirfa, chef-lieu de la commune, distante de 80 km du périmètre d'exploitation de l'or surgi dans le désert du Kawar. Le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zattaou, a présidé hier l'ouverture des travaux de la rencontre du réseau national des femmes élues locales du Niger. Objectif, élaborer et valider le plan d'action annuel par les membres de la dite structure. Le reportage de Rachida Nawada et Harissou Garba. Cette première rencontre annuelle du donner et du recevoir du bureau exécutif du réseau national des femmes élues locales du Niger Refelon, mise en place à Maradi le 21 mai 2014, a vu la participation des élus municipaux, conseillères régionales et conseillères de ville de toutes les contrées du pays, en vue d'élaborer et de valider le plan d'action annuel par les membres du Refelon. Dans son mot introductif, la présidente du réseau, Mme Asma Okoseti, a souhaité la chaleureuse bienvenue de la cité légendaire de Germakoy aux invités, avant d'exhorter les participants à s'investir pleinement dans les partenaires techniques et financiers pour pouvoir atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. À l'ouverture des travaux, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zattaou Ali, après avoir rappelé la lutte historique des femmes de 1990, ayant conduit les autorités de l'époque à instituer la date du 13 mai comme journée nationale de la femme, s'est réjoui de constater aujourd'hui une nette amélioration des conditions de vie des femmes grâce à la volonté des autorités de la 7e République, conscientes des capacités réelles des femmes nigériennes et soucieuses de leur offrir un cadre leur permettant de mettre leurs talents au service du peuple. En effet, a-t-il déclaré, plusieurs postes de responsabilité à tous les niveaux ont été confiés aux femmes, basés sur un certain nombre de textes, dont entre autres l'adoption de la loi sur le quota et la ratification par le Niger de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. À titre illustratif, devait poursuivre Seydou Zattaou Ali, le Parlement nigérien compte à son sein 17 femmes députées sur 113, 7 femmes membres du gouvernement et une femme à la tête de la Haute Cour de justice. De la région de Dosso aussi, on dénombre une femme députée, 6 conseillères régionales et 95 conseillères municipales, ce qui témoigne si besoin est de l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités à la promotion et au respect des droits des femmes nigériennes. À Difa, l'Agence nationale de l'assistance juridique et judiciaire a tenu lundi dernier un atelier de formation à l'intention des responsables des forces de défense et de sécurité, les cadres régionaux du ministère en charge de la justice, les membres de l'ANDDH et ceux du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, compte rendu Ben Youssouf Ablaziz et Harouna Sanda. L'Agence nationale de l'assistance juridique et judiciaire, l'ANAJ, a été créée par la loi 2011 du 14 décembre 2011. La mise en œuvre des dispositions relatives à l'assistance juridique et judiciaire sont assurées par la dite institution. L'assistance juridique consiste en un ensemble de prestations destinées à améliorer la compréhension du droit, de la justice et des institutions, à prévenir les conflits et favoriser le règlement des différends. Elle comporte la sensibilisation des personnes ou d'un groupe de personnes sur les droits et la justice, l'information générale des personnes sur leurs droits, leurs obligations ainsi que leur orientation vers les instances ou organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits. Donc on est parti du constat du fait que d'abord la population est analphabète. Ensuite il y a le regroupement de la plupart des professionnels de la justice, je pense aux avocats, qui sont tous une minorité dénommée. Et il y a d'autres problèmes comme la pauvreté, etc., qui font que vraiment la justice est là avec ses institutions, mais les citoyens n'arrivent pas à y accéder. L'agence a vu le jour sur la base de ce constat. Et parmi les thèmes qui ont été
été en tout cas enseignés, si je peux l'appeler ainsi, de l'enseignement. Toujours dans le dispositif, on a essayé de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'agence. C'est un établissement public à caractère administratif qui est doté de 2 organes, un organe délibérant et un organe exécutif binaire. Largement expliqué aux participants, en tout cas, les 2 aspects de la question. Mais l'essentiel, en tout cas, l'essentiel des interventions était axé, si vous voulez, sur le rôle des membres du bureau local, le bureau du DIFA, qui va s'occuper de l'assistance juridique et judiciaire. Les participants ont été modifiés, chacun sur son rôle, chacun sur la contribution qu'il peut apporter, chacun sur le travail qu'il doit abattre. Comme l'assistance juridique est totalement gratuite, les prestations en matière d'assistance juridique sont assurées par le bureau d'accueil à travers des séances d'information sur la sensibilisation, le conseil et l'orientation, les conditions, les qualifications et les compétences requises pour être habilité à assurer les prestations en matière d'assistance juridique sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. DIFA toujours, lancement hier à Maine-sur-Oie de l'opération de distribution cash transfert initiée par l'ONG Save the Children avec l'appui de l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement. D'autres précisions avec Abdraman Boukari et Abdraman Maz. À travers cette activité dénommée opération de distribution cash rendue possible grâce à l'appui financier de l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement AICID, qui s'élève à plus de 86 millions de francs CFA, Save the Children entend donc apporter d'une part sa part contributive au plan de soutien 2014 initié par l'État afin de venir en aide aux populations nécessiteuses et d'autre part dans la réponse à la problématique humanitaire que connaît la région depuis le début de la crise dans le nord Nigeria. Nous avons reçu donc un soutien financier qui va nous permettre d'appuyer 667 ménages, chacun avec 32 500 francs, donc pendant 4 passages. Et cela également soulagerait la souffrance des populations déplacées et aussi hautes qui vivent dans la commune urbaine de Maine-sur-Oie. Il y a 10 sites qui ont été ciblés. Nous venons de lancer la première distribution ici à Maine-sur-Oie. Les équipes donc à travers notre partenaire Asusu vont continuer au niveau des autres sites pour désintéresser chacun. Et notre souhait c'est que cet argent puisse être utilisé au bienfait de la famille, donc en tout cas pour nourrir les enfants, pour qu'ils Save the Children a un penchant très particulier. Nous faisons tout pour que les enfants aient un développement harmonieux, donc un lendemain meilleur. La cérémonie qui consacre ainsi le démarrage effectif de cette opération dans le département de Maine-sur-Oie, intervenue hier, s'est déroulée sous la présidence du secrétaire régional de la préfecture de Maine, M. Ibrahim Issa, entouré pour la circonstance des autorités municipales et coutumières ainsi que des responsables régionaux de Save the Children. En effet, a-t-il précisé, cette opération venue à point nommé cadre parfaitement avec les préoccupations actuelles des autorités de la 7e République qui font de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes une de leurs priorités. C'est pourquoi M. Ibrahim Issa a, au nom des ménages bénéficiaires et du sien propre, exprimé toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement pour avoir bien voulu initier la présente opération qui mérite d'être soutenue et encouragée. Abondant dans le même sens, le secrétaire régional de la mairie de Maine-sur-Oie, tout comme le chef de canton, l'honorable Kachalou Abdougasso, ont saisi cette opportunité pour inviter les bénéficiaires à une utilisation judicieuse et rationnelle des fonds mis à leur disposition. Ouverture hier à Tawa des travaux d'enrichissement du rapport Priorité Résilience de l'initiative 3N. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région. Compte rendu Hawa Mamoudou et Lawal Sini. Ce présent atelier, qui a duré une journée, a vu la participation des autorités administratives, municipales et coutumières, les cadres techniques régionaux, les responsables des ONG et associations de la société civile, les représentants de la cellule régionale Agir Base Ouagadougou et ceux des agences des systèmes de CONACYL et des Nations Unies. Le conseiller technique point focal Agir au Haut Commissariat à l'initiative 3N Mahmoud Hassan nous en dit plus. L'objectif de cet atelier, c'est surtout un atelier d'échange et de partage dans la perspective d'amender et d'enrichir le document national de priorité résilience du Niger. Pour le secrétaire général de la région Al-Farouk FLN, qui prononçait son mot d'ouverture, il dira que
que c'est pour réduire les impacts de ces crises sur les populations et leurs moyens de subsistance que le Niger a mis en place en 2012 l'initiative 3N, quatrième pilier du programme de renaissance du président de la République chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou, dont l'objectif est de s'attaquer aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et c'est dans ce contexte que les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel et leurs partenaires ont lancé l'Alliance globale pour les initiatives de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, Agir Sahel. Occasion pour Abdoulaye Ouedraogo, représentant de la cellule régionale Agir Base Ouagadougou, de saisir cette opportunité pour adresser sa joie pour la tenue d'un tel atelier. Notons enfin qu'au sortir de cet atelier, que les résultats sont atteints, dira Mahmoud Hassan, conseiller technique point focal à l'initiative 3N. Nous avons eu l'impression que les gens ont bien saisi le message que nous sommes venus passer. Et deuxièmement, c'est aussi recueillir leur contribution en termes de suggestions, en termes d'avis, aussi bien sur la question de la problématique, des objectifs, des cibles, mais également surtout des priorités qui ont été proposées dans le cadre de ce document. Et là également, en tout cas, nous avons enregistré une participation très active, je dirais même très motivée du public à travers le débat qui vient de se réaliser. Et ces contributions vont sans nul doute enrichir le document. Sur le financement de l'UNICEF pour un montant de 300 millions de francs CFA, ACF Espagne intègre depuis 8 mois à Mayaï un paquet minimum eau, hygiène, assainissement dans ses programmes de prise en charge de la malnutrition. 3 centres de santé intégrés de ce département sont concernés par cette opération. Les détails avec Imeran Idrissa et Moussa Jariri. Action contre la faim Espagne a pour mission de contribuer à réduire l'incidence de la malnutrition aiguë et à appuyer la mise en place de solutions durables contre la faim à travers les 3 objectifs spécifiques suivants. Améliorer la capacité de réponse aux urgences, adresser les pics de vulnérabilité saisonnière et réduire la vulnérabilité structurelle à la malnutrition. Action contre la faim Espagne, dont la mission première est de lutter contre la malnutrition. À quel objectif stratégique est lié ce paquet minimum eau, hygiène, assainissement? Il y a eu un lien entre la diarrhée et la malnutrition. Cette diarrhée est due au manque d'hygiène et d'assainissement. Donc c'est ce qui a fait qu'ils ont initié un projet Wash in Out. Grâce à son expertise avérée dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, Action contre la faim Espagne dispose d'une reconnaissance vis-à-vis des bailleurs et des acteurs humanitaires tels le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui a financé le volet intégration du paquet minimum eau, hygiène, assainissement dans les programmes de prise en charge de la malnutrition pour un montant de près de 300 millions de francs CFA. Le centre de santé intégré de Issaouane a bénéficié dans ce cadre de 4 blocs de latrines. Vraiment, la construction de latrines au niveau des CSI, l'importance capitale, c'est que ça permet de mieux gérer les excrétas, surtout les femmes qui accouchent immédiatement, on les met dans ces latrines et vraiment elles prennent leur premier bain au niveau du CSI. À Malamaokaka, dans la commune rurale de Cherkin Hausa, le centre de santé intégré a bénéficié d'un réseau d'alimentation en eau potable à partir de la mini-adduction d'eau potable du village, ce qui facilite considérablement le travail des agents et incite les patients à la propriété. Au centre de santé intégré de Cherkin Hausa, c'est un incinérateur pour la gestion des déchets biomédicaux qui a été réalisé. Un agent spécialement engagé à cet effet veille au bon fonctionnement de cette infrastructure. Pour la réalisation de ces actions de promotion de l'hygiène dans les centres de prise en charge de la malnutrition au niveau des CSI de Meyeyi, 6746 personnes ont été touchées. Une contribution qui n'est pas négligeable dans l'atteinte des objectifs poursuivis par le programme de développement économique et social 2012-2015 au Niger.